Dans cette vidéo, nous allons introduire la notion de modèle statistique. L'approche considérée sera la version fréquentiste. Nous introduirons le terme d'estimateur ainsi que le biais et la variance. Le contexte statistique que l'on va considérer est le suivant. On suppose qu'un observateur reçoit des réalisations y1, yn de variables aléatoires iid dont la loi PY est inconnue. Selon le contexte, la loi PY peut avoir des caractéristiques particulières. Si quelqu'un observe des piles ou faces, on peut supposer que la loi générant le processus est par exemple de type Bernoulli, de paramètres P inconnus. Cette loi inconnue est supposée appartenir à une certaine famille. La notion de modèle statistique précise ce point de vue. On va supposer que la loi PY inconnue appartient à une famille de lois indexées par un ensemble grand θ. Cela revient à supposer que PY égale P de θ pour un certain θ inconnu et qui appartient à l'ensemble grand θ. Pour reprendre le cas du pile ou face, le paramètre θ est simplement le paramètre P, paramètre qui définit la probabilité des piles, par exemple. L'ensemble grand θ est alors le segment 0,1, sachant que le paramètre est une probabilité. On appelle modèle statistique une famille de lois grand M qui est l'ensemble des probabilités Pθ avec θ dans grand θ. Pour simplifier notre étude, on va supposer que le modèle est paramétrique. Par cela, on entend que le modèle est paramétré par un nombre fini de paramètres. Mathématiquement, cela veut dire que l'ensemble grand θ est un sous-ensemble de Rp. On dit aussi que le modèle est de dimension P. Prenons deux exemples classiques. Dans le cas du pile ou face, le modèle est de dimension 1 car le paramètre appartient à 0,1. Si l'on se place dans le modèle de toutes les lois gaussiennes réelles, le modèle est de dimension 2. La famille des lois gaussiennes est en effet paramétrée par deux quantités, le paramètre de centrage mu et le paramètre de dispersion sigma 2. En pratique, supposons que l'on observe des données y1, yn, ou même simplement un histogramme de ces valeurs réelles. Sur la figure associée, l'histogramme semble à peu près symétrique et avoir une forme en cloche. Pour modéliser un tel jeu de données, quelle est une famille qui peut convenir? Eh bien, par simplicité, on peut commencer par considérer le modèle gaussien. On affiche par exemple les lois de Gaussienne pour divers jeux de moyenne et de variance. Un des objectifs que l'on va poursuivre est de proposer un sens au fait qu'un jeu de paramètres est meilleur qu'un autre, voire le meilleur. Dans le cadre de l'estimation, peut-être qu'on n'est pas intéressé par connaître toute la loi P de Y, aussi notée maintenant P de θ. On peut dans certains cas n'avoir besoin que d'une quantité G de θ, qui dépend de cette loi et qui résume au mieux ses propriétés. Des exemples courants recouvrent l'espérance, la variance, ou encore les quantiles de la loi inconnue. Un estimateur du paramètre G de θ va donc être une quantité construite à partir des données et qui approche la quantité inconnue G de θ. Mathématiquement, on appelle estimateur de G de θ une fonction G chapeau qui ne dépend que des observations y1, yn. Une première mesure de performance d'un estimateur est son biais, parfois encore appelé erreur systématique de l'estimateur. Pour un estimateur G chapeau, son biais est la différence entre l'espérance de G chapeau et la vraie valeur du paramètre G. On parle d'estimateur sans biais quand le biais est nul. Considérons le cas de l'espérance de la loi PY. Un estimateur naturel de cette quantité est la moyenne empirique. Dans le cadre que l'on considère, si les y1 et yn sont iid, on peut calculer le biais de la moyenne empirique explicitement. Il est facile de montrer que celui-ci est nul. Ainsi, la moyenne empirique est un estimateur sans biais de l'espérance. Notez qu'on pourrait considérer un autre estimateur sans biais. Si l'on choisit la première observation y1 comme estimateur, son biais est aussi nul. Mais il ne semble pas que cet estimateur soit très pertinent. Si l'on considère le cas de la variance théorique, il est plus compliqué de trouver un estimateur sans biais. Il se trouve que la variance empirique est biaisée. Si l'on veut un estimateur sans biais, il faut modifier la variance empirique et ne pas diviser par n, mais diviser par n-1 dans la définition de cet estimateur.
Le fait qu'un tel estimateur est sans biais se montre simplement. Je vous encourage à essayer de faire le calcul. Pour cela, il suffit de développer les carrés et de manipuler les signes somme et espérance. Passons ensuite à une deuxième mesure de performance d'un estimateur, la variance. La variance de l'estimateur G chapeau est sa variance théorique. C'est donc l'espérance de G chapeau moins l'espérance de G, le tout au carré. Cette quantité mesure la dispersion aléatoire de notre estimateur. Pour rendre les notions de variance et de biais plus explicites, regardons un exemple jouet. Supposons qu'un estimateur du centre de la cible soit tiré plusieurs fois. Sur la gauche, on observe un estimateur qui est biaisé. Ainsi, de manière systématique, la cible est manquée dans la même direction. Ici, il y a un biais vers le bas et vers la gauche. Sur la partie droite, en revanche, le biais est très faible, voire nul. Par contre, la variance est beaucoup plus grande que pour l'estimateur de gauche. Sur un deuxième exemple, on a représenté deux estimateurs sans biais. Il est alors assez clair que le meilleur estimateur est celui de plus petite variance, donc l'estimateur de gauche. Enfin, sur un troisième exemple, on a cette fois des estimateurs de variance identiques. Le meilleur estimateur est donc celui de biais le plus petit. De nouveau, c'est l'estimateur de gauche que l'on préfère. Une bonne mesure de performance d'un estimateur est ce que l'on appelle le risque quadratique. Pour un estimateur G chapeau, son risque quadratique est l'espérance de l'écart au carré entre l'estimateur G chapeau et le vrai paramètre qu'il estime, petit g. Il se trouve qu'un petit calcul qui est développé ci-contre montre que cette quantité relie le biais et la variance. En effet, le risque quadratique est la somme du biais au carré plus du terme de variance. Une règle de choix entre estimateurs revient donc à prendre l'estimateur ayant le plus petit risque. On retrouve alors les règles de choix que l'on a illustrées sur l'exemple précédemment. Nous allons maintenant voir dans la vidéo suivante d'autres mesures de performance pour un estimateur, à savoir les intervalles de confiance. Nous présenterons également un bref aperçu de la théorie des tests.